Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je te retrouve dans une petite vidéo. Premièrement, c'est pas qu'on ne s'est pas changé, c'est qu'on t'a tourné toute cette série de vidéos au même endroit, dans mon agence à Marrakech et au même moment. Ça c'est une vidéo que j'attendais impatiemment. Bon, tu commences à les connaître, je suis toujours avec mes comptables qui sont venus me voir à Marrakech pour mes bilans, etc. Et puis aussi pour faire une petite coupure qui fait un peu. Il fait 29 degrés aujourd'hui, on est le 29 septembre. Et ça, c'est une vidéo que je voulais faire avec eux sur les 10 erreurs les plus fréquentes qu'ils ont vues lors des bilans et qu'ils ont vues eux, en tant que comptables spécialisés dans l'immobilier. La première qu'on remarque, c'est la date de début d'activité. Oui, Elle est très très importante. pour le LMNP, là on parle. On est toujours sur le LMNP. Voilà, le LMNP. Sur la date de début d'activité, on confond toujours la date d'acquisition et la date de mise en location. Il faut vraiment se dire que la date de début d'activité, c'est la date d'acquisition. Peu importe qu'il y ait des travaux, qu'on mette le bien en location 3-4 mois après, on le fait à la date d'acquisition, donc l'acte du notaire. Alors, ce qui veut dire par là, langage très technique, je vais t'expliquer que langage un peu plus qu'on se connaît. C'est-à-dire que, en fait, souvent, l'erreur qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui achètent, disons, en octobre 2022, qui se disent, bon, bah, je vais faire des travaux jusque décembre, janvier, février, et puis, du coup, je ferai ma déclaration d'activité, ce qui peut paraître logique. Une fois que j'ai fini mes travaux, je ferai ma déclaration d'activité, P0I, pour le LMNP. En Sauf que- 2023. En 2023. Voilà. Sauf que, bah, techniquement, il aurait fallu faire un bilan sur la fin d'année 2022, même si tu n'as pas perçu de loyer, même si tu n'as rien perçu, mais il fallait faire ta déclaration d'activité au moment où tu as acheté, un peu comme dans les revenus fonciers, même si vous faites des travaux, vous avez une 2044 à remplir, même si vous avez fait des travaux pendant 2 mois, en fin d'année, eh bien sur la 2044, vous allez devoir indiquer dans vos revenus fonciers, commencer à déclarer comme quoi vous avez fait des travaux et ça va juste vous faire du déficit reportable. Bon, alors, j'interviens, mais en fait, c'est juste dans votre intérêt, puisque l'optimisation fiscale du LMNP, LMP, c'est de pouvoir déduire les frais d'acquisition du bien, frais de notaire, frais de dossier bancaire, frais d'agence s'il y en a, et les travaux. Donc, si jamais on a une date de début d'activité postérieure et même pas sur la même année civile, on ne va pas pouvoir déduire ces montants-là. Et donc, on va limiter l'optimisation fiscale du régime. Donc, c'est purement et simplement dans votre intérêt d'éviter l'imposition sur les loyers perçus de l'activité de location meublée. On insiste lourdement sur ce point. Et ça, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, vous faites les travaux, et ça peut paraître légitime, et vous faites la déclaration très en retard. Alors, il est vrai que vous allez, si vraiment vous ne l'avez pas fait, vous allez pouvoir arrondir les angles avec une déclaration corrective, refaire un bilan pour l'année, et ça fait beaucoup plus de taf. Et il est vrai qu'il y avait aussi une tolérance jusqu'à 1 an. Dans quel cas? Dans le cas où les gens ne savaient pas encore s'ils allaient faire du meublé ou du nu. Et c'est vrai que ça pouvait parfois arriver. Mais si on peut le prévoir direct, et en général tu sais d'office, parce que tu as fait une étude en avance et tu les as rencontrés, et ils t'ont dit ce qui est mieux pour toi en termes d'optimisation, tu sais d'office ce que tu vas faire. Donc mieux vaut faire ta déclaration d'activité au moment où tu fais ta date d'acquisition. Voilà. Autre point aussi à préciser, c'est que pour bénéficier de la réduction d'impôt, on a 5 mois à partir du début d'activité. Oui. Pour adhérer au centre de gestion agréé. Pour adhérer au centre de gestion agréé. Petit rappel, lorsque vous adhérez à un CGA, centre de gestion agréé, vous avez une réduction d'impôt sur vos impôts personnels, 2/3 de vos frais de comptabilité, plafonnés à 915 €. C'est une réduction d'impôt et non pas un crédit d'impôt. Donc assure-toi de payer au minimum 915 €. Ou alors, 2/3 des frais de comptabilité. Par exemple, dans le cas de certains comptables, ça va aller chercher sur 6, 700, 800, 900 €. Voilà, c'est 2/3 des frais de comptabilité. Voilà. Petite exception, on le rappelle, quand vous êtes en indivision et que la déclaration qui a été effectuée au démarrage, ce n'est pas un P0I, mais une déclaration FCMB, vous n'avez pas le droit à la réduction d'impôt puisqu'il faut opter pour le régime réel et non y être d'office, typiquement l'indivision. Et comme vous le disiez à juste titre, payer de l'impôt sur revenu puisque c'est une réduction d'impôt et non un crédit d'impôt. Voilà. Et là, on est exhaustif. Quelle autre erreur vous voyez? L'autre erreur, alors je dirais que c'est plus un sujet polémique, c'est le seuil LMP-LMNP. Le texte, il n'est pas clair, mais il est relativement simple. C'est seuil LMP-LMNP, 23 000 € de location meublée
est supérieur au revenu professionnel. Et c'est pas où, et c'est pas la moitié des revenus professionnels parce que le texte est mal rédigé. Donc on prend un exemple, il y a un foyer fiscal qui fait 40 000 euros de revenus professionnels entre monsieur et madame. Je reviendrai après sur le détail des 40 000 parce que je sais que vous voulez qu'on évoque le C'est une sujet. question que j'ai souvent. Voilà. Il y a 40 000. Si vous faites 30 000 euros de location meublée, je fais abstraction pour le moment de la courte durée, on n'est pas LMP. On est pourtant au-delà des 23, mais comme on est en dessous des On ne revenus réunit pas les professionnels, deux conditions. voilà, on ne réunit pas les deux conditions, on est bien au régime LMNP. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est quel revenu on prend en compte en revenu professionnel. Exactement, ça c'est une question qui revient souvent, excusez-moi de vous couper. Souvent, vous me posez la question, vous me dites, voilà, je vais peut-être passer LMP parce que je dépasse les 23 000 et mes loyers encaissés dépassent mon salaire. Et vous me dites, mais quel revenu on prend en compte pour le seuil? Est-ce qu'on prend mon salaire net, mon salaire avec les primes non fiscalisées, mon salaire moins mes frais réels, mon revenu fiscal de référence? C'est un peu flou. On prend les revenus professionnels imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc tout à l'heure, on était dans notre exemple de 40 000. Si les deux, donc monsieur gagne 20 000, madame gagne 20 000, ici, ils sont tous les deux à l'abattement forfaitaire des 10%. Le seuil, ce n'est pas 40 000, mais 36. Donc déjà, ça, c'est un point qui est très très important. Et on peut aller même encore plus loin, il suffit qu'un des deux soit aux frais réels. Et qu'il n'est pas sur ses 20 000 de salaire, il n'est pas à l'abattement des 10, mais du coup, il a 5 000 de déduction en frais réels, et ben c'est ça qu'on va prendre en compte. Donc c'est pénalisant. C'est pénalisant, donc il faut faire… Vous descendez finalement, ce qui vient contrer les 23 000, vous descendez vos revenus professionnels. Donc on est d'accord qu'on ne prend pas le salaire versé par l'employeur, non, on prend le salaire après abattement. Tout à fait. D'accord. Et ça c'est pénalisant et c'est pour ça que vous avez parfois incité, enfin pas incité, mais conseillé de certains de vos clients de finalement prendre l'abattement à 10% rester au forfait, au lieu de faire les frais réels, ouais. parce que derrière ça va leur déclencher du LMP et donc SSI, minimum d'SSI, plus-value pro et tout. Surtout quand il y a un projet de cession. Voilà. Et donc ça c'est aussi, je le souligne encore une fois, la partie conseil que je kiffe chez vous et que j'adore, que c'est pas je déclare. Bon, je vais pas faire de pub pour ce site où c'est moins cher mais on remplit des cases et on n'ira absolument pas chercher la petite info qui va faire que. Et vous avez conseillé des clients, forcément vous avez fait l'étude. Non, là on va peut-être opter pour l'abattement à 10% parce que si vous faites le frais réel, vous allez vachement descendre votre base imposable, mais vous allez finalement passer l'MP. D'accord. Effectivement, c'est arrivé sur 2021, donc c'est tout récent, où on a dit non, faites attention, sinon on a passage LMP avec bien évidemment l'explication de l'incidence du seuil, du LMP. Autre point, c'est qu'est-ce qu'on prend comme loyer? Parce que ça, la question, là, je crois que je l'ai toutes les semaines, c'est loyer charge comprise. Parce que vous savez, en location nue, on déclare hors charge. Donc les gens ont un peu cette habitude et ils doivent le lire. En BIC, c'est charge comprise. Voilà, c'est bien charge comprise. Donc bien attention, le seuil, donc les revenus après abattement et les loyers charge comprise. Donc en fait, on se rapproche, on en diminue un, et on augmente l'autre. Donc des fois, le seuil, finalement, on se retrouve à être LMP. Exactement, je rebondis sur ça. J'avais aussi souvent une question, un abonné qui pensait qu'il resterait LMNP parce qu'il se versait beaucoup de dividendes. Les dividendes ne sont pas pris en compte dans ce calcul du seuil. Le foncier non plus. Voilà. Oui, les revenus fonciers non plus. Ouais. Ce sont que les revenus de salaire. Revenus de salaire, revenus de gérance majoritaire sur une société d'exploitation, l'activité d'auto-entreprise, mais bien attention, après abattement, des fois on a des abattements qui sont importants, donc bien considérer qu'on ne prend pas le chiffre d'affaires généré sur l'auto-entreprise, mais bien le montant qui est imposé à l'impôt sur le revenu. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment retenir, le montant qui est soumis au barème progressif. Alors qu'est-ce que vous avez constaté encore comme erreur récurrente? Alors là, c'est une erreur plus d'un point de vue plus comptable et notamment sur la déductibilité de la charge. Faire très attention, c'est le libellé de la facture. Oui, vous me l'avez dit ça souvent. Oui. Le libellé, la bonne adresse, etc. C'est ça? Et c'est exactement ça. C'est que la facture doit être libellée du coup au nom de la personne qui détient le bien. Ah, c'est vrai que moi, des fois, j'ai oublié de mettre les adresses et tout, je me fais engueuler. Que ça soit mis à l'adresse du bien mis en location pour que derrière on puisse vraiment déduire correctement la facture. On va rappeler vraiment le principe de base. Pour que ça soit déductible, il faut que ça soit dans l'intérêt de l'activité. Concrètement, parce qu'on a déjà eu le cas, un ordinateur, ce n'est pas directement lié à l'activité d'un loueur de meublé professionnel, surtout s'il n'a qu'un seul
bien ou un appartement. S'il commence à en avoir plus, Oui, en fait, voilà, s'il commence à en avoir plus, il peut dire bon, bah, pour faire mes tableaux Excel, Tout Par à exemple. fait. gérer, voilà. Mais Il c'est faut pas rester fermé, mais cohérent. il faut rester Il faut cohérent. rester cohérent. On Voilà. peut pas. J'ai déjà vu des ordinateurs à plusieurs milliers d'euros Ouais. sur un simple studio. Non. oui, non, voilà. non. Maintenant, vous avez une trentaine de lots, vous avez acheté un ordinateur pour faire vos tableaux Excel et un portable pour gérer cette ligne uniquement locataire, machin. Parce que Aucun vous avez problème. une vie à côté, aucun problème. Il faut être cohérent. Et puis, il faut être dans le vrai, tout simplement. C'est exactement ça. Autre grosse précision, un ticket de carte bancaire, c'est pas une facture. Donc il faut vraiment la facture. Il faut vraiment que ça soit une facture et pas le ticket de carte. Et bah, voilà, le principe fiscal, c'est sans facture, c'est pas déductible. En tout cas, il n'y a pas d'optimisation fiscale si on n'a pas de facture. Toujours une facture et joignez-y à la rigueur le ticket bancaire. Voilà, sachant qu'on insiste, si on n'a pas la facture, on ne va pas inventer. Donc, on ne pourra pas optimiser votre dossier. On ne peut pas passer en charge. Donc, qui dit pas de charge dit potentiellement un bénéfice à imposer. Donc, ça peut être pénalisant pour vous. On a une application Au cabinet, ouais. qui est sur le téléphone, on prend en photo la facture, le petit ticket, tout ce qui va transmis. bien, et automatiquement c'est transmis sur l'application que nous on récupère en instantané. Dans l'alias fiscal du client. Quasiment. Voilà, c'est top ça. Donc le gros avantage, c'est plus de perte des documents, les frais d'envoi, les délais qui sont relativement longs, tout ça comme ça, avec une photo et puis ça y est. Et c'est réglé. Donc très important, la facture. Et souvent, l'erreur qu'on a, c'est qu'ils voient des gens au bilan, ouais, j'ai tant de charges, et les factures en face, il n'y a pas. Voilà. On a pu le voir pendant notre séjour qu'on utilisait bien l'application. Exactement. Même pour nous. Même pour nous. Autre erreur que vous voyez fréquemment. Une autre erreur, c'est des clients créent une SCI à l'IS. Jusque-là, ils ont une certaine motivation et peut-être que nous, on les conseille à créer une SCI à l'IS. Mais ils se disent, je vais faire de la location meublée dedans pour optimiser ma fiscalité ou parce que, je sais pas, c'est à la mode, ils ont entendu que la location meublée, c'était plus intéressant. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on est à l'impôt sur les sociétés, sur une SCI, peu importe qu'on fasse de la location nue ou de la location meublée, on est à l'impôt sur les sociétés. Donc si jamais il n'y a pas d'intérêt économique à faire de la location meublée au sein de la SCI, restez sur de la location nue. Je redis, on n'a pas d'intérêt fiscal à faire de la location meublée au sein d'une SCI LIS. Par contre, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Si jamais le Airbnb est très rentable, il n'y a pas de problème. On se dit que le bail est plus court, on a un dépôt de garantie de 2 mois au lieu d'un. Voilà. Mais tout ça, c'est des intérêts économiques et non fiscaux. Donc voilà, tout Par simplement. contre, dans la SCI LIS, c'est aussi une question souvent que j'ai. C'est expliqué dans l'information et tout, mais je vous le redis ici très brièvement, vous pouvez tout faire, du nu, du meublé, etc. Contrairement à la SCI LIR où vous pouvez faire à 90% que du nu. La SCI LIS, c'est notamment une option que l'on prend, qu'on soit en location nue ou autre. Par contre, elle est de base si on fait de la location meublée. On est obligatoirement à l'IS. Obligatoirement LIS. Ouais. Tout à fait. Alors, une autre erreur que vous voyez souvent, quand vous faites les bilans de nos chers propriétaires, Là, ça va être plus sur l'anticipation de la fiscalité avant de l'acquisition du bien. On a souvent des clients qui viennent nous voir et soit ils ont déjà créé la structure. hop, petite pause avant de partir sur l'erreur prochaine. Ça, c'est un des kiffs qu'on a au Maroc, à la vôtre. On est dans mon agence et oh là là, on est partout. Hop. Et on a Tata Sabah, à qui je passe un grand bonjour si elle regarde cette vidéo, qui est employée à mon agence, qui nous a fait une bonne théière. L'hospitalité au Maroc, très très important. On sert un petit thé et on repasse à l'erreur suivante. Donc, erreur suivante, Romain. C'était anticiper la fiscalité avant l'acquisition du bien. C'est-à-dire Idéalement, c'est de choisir entre l'offre d'achat et le compromis la fiscalité que l'on souhaite. de déjà savoir sur quel statut on va partir. Exactement. Est-ce qu'on va faire du meublé, du nu, voilà, de déjà avoir un plan de route. Mais ça, vous savez que parfois, ça peut changer entre deux. On est d'accord. Mais c'est bien de prendre rendez-vous à ce moment-là pour déjà en parler et qu'on donne des pistes. Après, Sachant que le premier rendez-vous chez vous, il est gratuit. tout à fait. Il est offert. Il faut juste qu'il y ait une offre d'achat qui soit acceptée et signée. Ouais. Mais au moins, on vous pose des questions, même s'il n'y a pas la réponse aujourd'hui. Ça vous donne des pistes et Bien sûr. se dire ah bah là cette question-là on n'a pas pu y répondre. Ça veut peut-être dire qu'il faut que je pousse sur cette question. Surtout qu'une fois que tout est créé, si on a créé une SCI par exemple,
et qu'on finalement on aurait voulu être en LMNP. indivision, en Ouais. LMNP, bah, là c'est compliqué de revenir en arrière. Mm. Ou alors ça, voilà, on retourne dans des frais relativement coûteux parce Oui. qu'il faut tout, D'où la tout changer. connaissance et l'anticipation. Et c'est vrai que d'où ce fameux adage qui dit si vous pensez que se former coûte cher, eh ben, essayez l'ignorance. Et c'est tout à fait vrai. Donc c'est pour ça qu'on a créé des formations petit instant pub, sachant que aujourd'hui j'ai d'autres activités sur Marrakech. Moi, vous me connaissez depuis tant de temps, je ne suis pas un vendeur de rêve, mais voilà, là, trêve de plaisanterie, la connaissance pour moi vaut tout l'or du monde. Erreur suivante. C'est ne pas investir sur. Alors aujourd'hui, on a les taux d'intérêt qui augmentent Oui. et certaines personnes se disent oh bah non, il y avait un taux, il y a un an, je pouvais emprunter à 1%. Aujourd'hui, j'emprunte au moins 2 sur 20 ans. Là, le taux du jour vient de prendre Ouais. 0,50. À mon avis, la répercussion des taux, c'est bientôt. On va être aux alentours des 3,5, 3,70. Hein. Vous pensez? Ah, je pense qu'il est à 3,05 le taux du jour. Ouais, j'ai vu. Bon, on va dire un bon 2 jusqu'à il y a un mois sur 20 ans. On n'investit pas parce que bah, voilà, il y a un surcoût. On est sur du locatif, il faut raisonner net d'impôts. Je le dis, je pense, tous les jours. Là, j'ai pris l'exemple de 1% tout à l'heure sur 20 ans il y a un an et 2% aujourd'hui sur 20 ans, mais j'aurais pu le faire avec 3. En net d'impôt, sur une personne qui a une tranche marginale d'imposition à 30%, LMNP, on a les 17,2 de prélèvements sociaux. En net, ça fait 0,5 il y a un an. Aujourd'hui, on est à 1% après un an de plus, malgré un doublement des taux. Et quoi qu'il arrive, 1%, quand on voit l'inflation actuelle, Eh oui. c'est pas une mauvaise chose. Eh oui. Emprunter avec les taux et quand encore une fois on voit l'inflation, on peut y aller. Bien sûr. Si jamais le projet est là et qu'il est rentable, il ne faut pas se dire Surtout, non, je n'investis pas parce que j'ai un taux à 2 ou à 3. Ah, exactement. Surtout qu'on a aussi l'amortissement du capital. Je vous ai souvent parlé de ça. Vous oubliez toujours de le prendre en compte dans le calcul de votre cash flow. Parfois, vous allez financer des choses. Alors maintenant, 110%, c'est fini. Mais je vais prendre cet exemple. Vous avez tout financé à 110% sur 25 ans. Il vous restait 100 euros de cash flow. Vous me disiez, oh non, c'est bidon. T'as rien mis d'abord. C'est plus possible maintenant, mais voilà. Tu as pris sur 25 ans. Tu es tout payé. Il te reste 100 euros. Tu me dis, c'est bidon. Et en plus, tu as 250 ou 300 euros de capital amorti que tu récupéreras le jour où tu vends. Donc au final, c'est du cash flow indirect. Donc il ne faut pas raisonner qu'en termes de cash flow net. Voilà, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Erreur suivante, c'est pour qui? Ça va être pour moi. Ça va être constituer la structure avant l'accord de financement. La procédure, c'est vraiment, voilà, on a la signature du contrat. Alors là, on va plus parler sur les structures. Oui, parce que parfois, pour avoir le financement, il faut la structure, notamment un SCI. Totalement. Alors du coup, on va plutôt partir là-dessus. C'est-à-dire qu'on préconise nos clients de venir nous voir une fois que la signature du compromis a été faite. Ouais, tout de suite, comme ça, vous. Comme ça, voilà. Ou même quelques jours avant, mais Voilà. vraiment rapproché par rapport au compromis. Ouais. Ensuite, nous, on va faire un projet de statut en fonction des choix qu'on aura décidé ensemble. Il y a un accord de principe de financement qui est fait et ensuite on fait l'immatriculation de la société. On ne va pas immatriculer une société avant l'accord de principe de financement. Ah oui, bien sûr. Parce que sinon on va se retrouver avec une structure qui n'a finalement pas lieu, enfin qui ne va pas Une avoir coquille vide, d'activité. ce qu'on appelle. Exactement. Voilà, C'est une le terme. coquille vide, c'est jamais bon. Bon, après, des fois, il va y avoir un projet qui peut vite Bien arriver intérieurement, ou autre, mais voilà, ça sert à rien. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de refus bancaires, on le voit, de créer une structure qui va être immatriculée ou potentiellement après il y aura des frais. Des AG. Voilà, si jamais le projet ne va pas au bout. Donc, on insiste, les étapes, c'est pour avoir une simulation bancaire. Il faut des projets de statut, donc là il n'y a pas de souci, on fait les projets de statut. Avec ces projets-là, vous pouvez aller entamer les relations bancaires. On résume, on obtient un accord de principe et c'est uniquement après qu'on va immatriculer la structure. C'est dans votre intérêt, vous évitez des frais, publicité dans un journal d'annonce légale, dépôt du dossier au greffe et forcément le complément d'honoraires sur cette immatriculation. Donc voilà, on respecte bien cette étape. Étape par étape. Sachant qu'on vous accompagne et on vous décrit ces étapes, bien évidemment. Voilà, on vous accompagne. Et ça, c'est le top. Erreur suivante que vous voyez souvent, c'est à qui? C'est à moi. Prochaine erreur, c'est quand un propriétaire rachète un bien et il est déjà loué nu. Souvent, certains propriétaires, comme on l'a vu fiscalement, c'est plus intéressant dans la plupart
des cas d'être en location meublée par rapport à la location nue. Donc ils ont envie de modifier le bail et ils font signer un nouveau bail de location nue Sans compensation. à location meublée, voilà, sans aucun respect Voilà, sans des aucun règles respect des- et notamment du décret de 2015 qui donne les 11 éléments du mobilier nécessaires. Et ça, c'est très très important. On a un risque énorme de requalification Bien sûr. en revenu foncier. Donc ça, c'est non. Et oui, rappelons qu'un bail meublé, vous devez de fournir les meubles. Il y a une liste exhaustive que vous trouverez dans votre espace membre, onglet boîte à outils. On vous met un petit peu tous nos dossiers bancaires, tout ce qu'on utilise au quotidien, et vous aurez la liste effectivement des meubles à fournir. Erreur suivante que vous voyez. Ça va être les fausses croyances. Ah, quelles Notamment sont-elles? Ça m'intéresse. l'obligation de faire Dire des... qu'on peut acheter 6 immeubles en 6 mois, être entier au SMIC. C'est presque ça. C'est pas ça. voilà, On est pas allons-y mal. alors. Non, c'était plus sur l'obligation de faire des travaux. Non, il y en a qui se sont reconnus quand j'ai dit ça dans les entiers en 6 mois. C'était voilà, de faire. On entend souvent des clients qui nous disent voilà, j'ai trouvé un bien, il répond totalement à mes critères, mais il n'a pas de travaux. Donc je vais payer des impôts et du coup j'hésite à aller sur ce. Parce qu'ils ne vont pas faire de sur ce déficit bien. ou. Exactement. Ah, Sauf que si le bien est rentable, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des travaux. mais oui. Parce qu'on s'aperçoit que entre les charges qu'on a pu déduire dès l'acquisition, entre notamment les frais de notaire, qui peuvent être une charge directe, Ouais. bah, Les frais d'agence. les frais d'agence, tout ça, on peut créer du déficit dès la première année. Sachant qu'il faut rappeler aussi que les travaux, c'est quelque chose qu'on va devoir immobiliser. Donc on va étaler la charge dans le temps, alors que la sortie de trésorerie, elle a été faite tout de suite. Donc finalement, on s'aperçoit que l'intérêt de faire des travaux tout de suite n'est pas obligatoire. Voilà, c'est une fausse croyance. Voilà, Exactement. on parle en location meublée. Tout là. à fait. Totalement. Tout à fait. En revenu foncier, vous allez pouvoir générer du déficit foncier à hauteur de 10 700 euros. Pareil, tout est expliqué dans la formation. Ou alors si vous passez directement chez nos amis comptables. Mais voilà, c'est une fausse croyance de se dire il faut absolument que j'achète ravagé. Ça va pouvoir être très bien si vous allez à un moment payer beaucoup d'impôts et vous allez absolument vouloir créer du déficit foncier en location nue. Ou alors vous arrivez en termes de déficit dans votre location meublée, vous n'avez plus de report. Et régénérer du déficit, ça peut être bien, mais il m'est déjà arrivé d'acheter des biens où j'ai rien à faire. C'est aussi un gain de temps. On met en location tout de suite. On peut faire des bonnes affaires sur des biens où il n'y a rien à faire. Des divorces, des successions, autre chose. Donc voilà une des fausses croyances. Effectivement. Faut pas que ça, en gros, pour résumer entre guillemets, il ne faut pas que ça soit un frein à l'investissement. Exactement. Tant que l'investissement il répond à toutes les cases qu'on vous explique dans la formation, il coche toutes les cases, et j'insiste bien, toutes les cases, pas 2 sur 10, toutes les cases, à 99%, il faut y aller. C'est ça. Erreur suivante. Erreur suivante, je dirais que c'est sur une mauvaise stratégie à aujourd'hui, qui était applicable il y a certaines années, mais qui ne l'est plus, ou du moins qui est très dur à appliquer aujourd'hui, et certains clients commencent à appeler en s'inquiétant, c'est la stratégie de la location nue avec le déficit foncier. On sait que le déficit foncier, lorsqu'on réalise des travaux de façon importante, on a une économie d'impôt la première année à titre personnel dans la limite des 10 700 et le reste est reportable sur les revenus fonciers des années suivantes. Mais on se retrouve à rapidement consommer ce montant de déficit et donc on est obligé de réinvestir continuellement dans de nouveaux biens pour éviter l'imposition au revenu foncier qui est très confiscatoire puisqu'on ne peut pas amortir le bien immobilier comme on disait tout à l'heure. Donc c'est compliqué avec la politique de financement aujourd'hui. On sait que le HCSF a durci l'octroi de crédit et que Les banques aussi. voilà, et que donc du coup l'enchaînement de biens va être plus difficile et à un moment on se retrouve dans une situation où l'effort d'épargne est trop important pour payer l'impôt et le client se dit soit il faut que je vende mon bien, soit il faut que j'anticipe sur une autre stratégie. Mais voilà, attention aujourd'hui sur la stratégie 100% déficit foncier, pour moi elle a ses limites. Moi, sur ceux qui ont cette stratégie, je vous conseille souvent d'étaler Tout à fait. les travaux. Exactement. Puisque si vous avez 70 000 euros de travaux à faire, ne me les faites pas d'un coup, puisque vous allez éponger les 10 700 et le reste, enfin sur vos impôts perso, et le reste en report. Alors que si vous me les étalez, c'est chaque année, vous allez pouvoir me faire 10 700 sur vos impôts perso. Après, moi, j'aimerais bien revenir sur ce point. Oui. C'est les 10 700,
le client est content parce qu'il a une économie d'impôt à titre personnel sur sa tranche marginale d'imposition. Mais en Ça fait quand réalité, même. c'est pas vraiment un cadeau parce que si jamais on aurait pu, si jamais on avait pu, pardon, les reporter sur l'année d'après uniquement sur les revenus fonciers, on aurait une économie sur sa tranche marginale Plus. et les prélèvements sociaux. Donc finalement, on gagne Ouais. 17,2. Donc je donne un exemple simple. Sur 10 000 avec une TMI à 30%, bah, on est content, on a gagné 3 000 euros d'impôt sur revenu. Mais si on l'avait déduit sur l'année d'après sur des revenus fonciers, on n'aurait pas gagné 3 000, mais voilà 4 720. Ouais. Donc bon, moi je suis assez partagé sur cette stratégie. Elle n'est pas mauvaise, mais il faut vraiment l'anticiper et avoir un plan à moyen, long terme sur la stratégie. C'est pour ça que vous êtes là et c'est pour ça que chaque client, vous recevez en rendez-vous, vous analysez et vous proposez un plan d'action sur le long terme, selon objectif, selon plein de choses. Tout à fait. Erreur suivante, Il y en a On a fait les plus. 10. On a fait les 10. on a fait les 10. Eh ben, c'est passé super vite. Donc, fais-moi péter le bouton des likes pour cette vidéo. À la tienne. Je te rappelle mes comptables Vincent Crochard, Romain De Palma, cabinet LRV à Enghien-les-Bains. Je te mets les coordonnées dans le commentaire épinglé. Petit cadeau pour toi si tu viens de la part de cette chaîne YouTube. Eh bien, tes frais d'enregistrement offerts sur du LMNP, LMP et tes frais et 100 euros de réduction sur tes constitutions de statut pour une SARL ou toute autre société. Voilà. Donc je trouve que c'est sympa de leur part. N'hésite pas à dire que tu viens de ma part. Je n'ai aucun partenariat, je le rappelle. J'aime bien juste partager mes bons plans. Voilà, c'est tout. Donc nous, on te dit à très bientôt et on te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la comptabilité. Donc on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao! Ciao.